Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, avec plaisir, je vous retrouve pour l'émission Droit à la parole. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons pas mis notre costume et cravate. Nous sommes en jean de travail, un jean bleu, parce que nous voulons vraiment vous faire voyager dans le monde du travail et de l'expérience. Et l'émission d'aujourd'hui, à mon humble avis, est une émission exceptionnelle. Ça nous montre encore le génie du Congolais, la capacité des Congolais à devenir pour eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. Mais les Congolais ont besoin d'exemples, ils ont besoin de modèles. Et aujourd'hui, je suis chez quelqu'un qui, par expérience personnelle, va nous faire voyager dans un monde extraordinaire, c'est lui de la métallurgie. Nous allons partir dans un voyage très long, mais nous ne quitterons pas la maison où nous sommes aujourd'hui, parce que tout va se faire sur place. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mbaka Kawaya. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Kalengai. Merci donc d'accepter d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qu'on ne présente plus, mais quand même, comme les années passent, laissez-moi dire quelque chose. Vous êtes ingénieur civil, la deuxième promotion de l'Université nationale du Zaïre à l'époque, depuis 1973, donc 1973. Ça fait déjà de longues années. Avec 42 ans d'expérience, vous avez dû faire quelque chose d'important dans le travail de la métallurgie. Alors dites-nous rapidement d'abord votre expérience dans les secteurs des mines, avant qu'on aille à l'expérience d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Kalenga. Comme vous le savez, je suis ingénieur civil en métallurgie. J'ai terminé à Lubumbashi en l'année 73 pour faire comme les Français en 73. Et j'ai fait toute ma carrière à la GECAMINE, jeune ingénieur à Chitourou, en 1973. J'étais le premier ingénieur zaïrois civil. Il n'y avait pas de Noirs à l'époque, tous étaient blancs. Et j'ai travaillé là-bas pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, je suis allé faire un stage de spécialisation en raffinage de cuivre parce qu'à l'époque, la GECAMINE, qui avait atteint un niveau de production de 475 000 tonnes, voulait aller à 600 000 tonnes. Et la délégation générale de l'époque, avec le PDG Oumba, avait décidé que tous les ingénieurs qui allaient diriger cette nouvelle augmentation de la capacité de 120 000 tonnes soient des ingénieurs zaïrois. Et je fus choisi parmi l'équipe qui est partie en Europe pour se spécialiser dans le raffinage de cuivre. Et j'ai dû avoir mes premiers contacts avec Métallurgie Hoboken en Belgique qui raffinait le cuivre du Congo. Donc nous avons été formés à Métallurgie Hoboken, Overpelt. D'autres sont partis en Finlande pour aller étudier le procédé de traitement du cuivre, le flash melting. Et à notre retour, nous avons été à Cologie. C'est la période où il y a eu la guerre de 1978, où les expatriés sont partis, laissant les usines et les mines à l'arrêt. Et nous avons démarré les installations de la GECAMINE Cologie, qui était le poumon du Congo à cette époque, avec des gens comme le PDG Moulendambo. Avec d'autres, nous avons démarré les installations de Cologie. Nous étions encore jeunes, 29 ans, 28 ans. Et ça fait la fierté du président Mobutu à l'époque. Et c'est à ce moment-là que les autorités se sont rendues compte de la capacité technique des ingénieurs zaïrois, et nous avons commencé à occuper les terrains. Donc les vides que les Blancs avaient laissés. De là, il y a eu toute une série de promotions. De Lulou, je suis encore rentré aux études métallurgiques, où j'ai fait des études sur le raffinage de cuivre. Je suis reparti encore en Belgique pour étudier la raffinabilité du cuivre blister, parce que à l'époque, encore la délégation générale de Moulendambo avait décidé que le cuivre blister des usines de Kuala Lubumbashi soit raffiné localement. Et je suis allé faire les études qui ont conduit à prouver qu'avec une formulation propre à nous, que le cuivre du Congo pouvait être raffiné. À mon retour, je suis promu comme directeur adjoint des usines Chitourou, où j'avais commencé ma carrière, qui avait la capacité à l'époque de faire 135 000 tonnes de cuivre par an, plus à peu près 7 000 tonnes de cobalt par an, et qui faisait l'acide sulfurique et qui raffinait 220 000 tonnes de cuivre sous forme de lingots. Actuellement, ça ne se fait plus parce que c'est un procédé qui est devenu ancien. Dès là, je suis allé à Lulou. J'ai été directeur de Lulou qui faisait 175 000 tonnes de cuivre par an. Dès là, je suis devenu directeur
de tout le groupe Ouest, avec les mines de Kamoto, les mines à ciel ouvert. J'ai dirigé à l'époque 15 000 personnes, tout agent compris. Et de là, il fallait bien que je puisse monter. Le PDG Oumbaki Amitala m'a nommé comme directeur de la planification, recherche et développement. Donc j'étais devenu un peu le cerveau de la GECAMINE. Les idées de joint venture, Tenke Funguro, nous les avons développées, la stratégie Cobalt. Alors quand l'AFDL a pris le pouvoir, le président Kabila, mon nom était tellement connu qu'il m'a nommé comme PDG de la GECAMINE. Je suis donc le premier PDG du temps Kabila de la GECAMINE. Bon, il y a eu la guerre qui est arrivée, on a mis notre PDG, un expatrié, M. Billy Ordenbach. De là, on m'a envoyé à la MIBA. Donc, je fus directeur technique à la MIBA, nommé par le musée Kabila, où j'ai travaillé avec Okoto. Et au bout de 3 mois, nous avons eu le privilège de multiplier la production du diamant par 3, grâce à une certaine organisation, sans faire appel à des investissements étrangers importants. De là, bon, le même président M. Kabila m'a amené à Kinshasa comme vice-ministre des mines. Nous avons contribué à faire le code minier actuel qui va être révisé. Et quand le président Kabila est mort, le papa, le président Joseph m'a reconduit comme vice-ministre des mines et il m'a aussi nommé à la fin de mes fonctions officielles comme le premier directeur jaïrois du cadastre minier que j'ai implanté à l'époque avec la plupart des gens qui sont là. Actuellement, je suis consultant, je fabrique des machines, je développe des technologies principalement pour la classe moyenne, pour la petite mine, pour que les Congolais puissent jouir aussi de ce que Dieu a mis dans ce sol où coule le lait et le miel. Merci beaucoup, M. Bakakawaya. Personne ne peut parler de lui-même si bien que vous-même. En tout cas, je n'aurais pas fait mieux. C'est vrai, vous étiez le premier directeur général du cadastre minier, mais déjà congolais. Nous avons déjà changé de nom de pays. Vous étiez congolais. Nous sommes des Congolais. Ceci est bien dit. Si je suis venu aujourd'hui chez vous, M. Mbarakawaya, c'est parce que vous avez mis quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis extraordinaire parce que, après avoir géré des grands espaces, après avoir géré 15 000, 30 000, après avoir géré un secteur entier dans le pays, vous n'êtes pas fatigué et vous avez développé la capacité de produire du cuivre dans la maison. Ça, je ne le fais pas dire, mais c'est la vérité. Vous pensez qu'il est possible aux Congolais de jouir de cette technologie et de travailler dans la maison. Comme on fabrique du pain, on peut aussi fabriquer du cuivre et le vendre sur le marché. Il sera de bonne qualité. C'est cette expérience-là que je voudrais vous montrer à mes téléspectateurs parce que je ne voudrais pas parler en vain. Je vais demander, avec votre autorisation à mes téléspectateurs, nous allons nous déplacer avec M. Mbarakawaya pour aller voir. Ici où nous sommes, je ne vous dirai pas l'endroit, je ne vous dirai pas le lieu où vous pouvez venir piller. Je ne voudrais pas vous donner l'adresse. Nous allons simplement aller dans le jardin où il est en train de développer la capacité de produire le cuivre qui vient du Bas-Congo. Ce n'est pas un cuivre qui vient du Katanga, c'est au Bas-Congo où il est allé chercher les minéraux qu'il veut essayer d'expérimenter. Je ne voudrais pas vous faire traîner longtemps. Alors, vous allez nous rejoindre dans les jardins tout à l'heure, nous allons nous retrouver. Voilà, vous nous avez suivis jusqu'au jardin où nous sommes et je voudrais que vous soyez attentifs, surtout les étudiants qui sont en métallurgie, les opérateurs économiques, mais pourquoi pas les autorités du pays. Nous allons passer à une petite expérience. Ce n'est pas de l'alchimie, c'est de la science et de la science exacte avec quelqu'un qui a été formé parmi les premiers Congolais et aujourd'hui nous envoie dans une nouvelle route. Alors, monsieur Kawaya, nous sommes ici donc, vous allez nous expliquer comment vous pouvez produire du cuivre dans une parcelle. Okay. Comment vous commencez? Le cuivre peut être produit suivant 2 schémas. Il y a ce qu'on appelle le schéma de la pyrométallurgie, où on prend le minerai ou le concentré, on le met dans un four. Ça peut être un four avec charbon ou bien un four électrique. Et on fond toute la masse en mettant du quoi charbon dedans. Et dans le cas de la pyrométallurgie, on sort un cuivre impur, c'est le fameux cuivre qu'on appelle le cuivre blister, qui nécessite d'aller être raffiné encore là où il part. C'est ça qui se fait maintenant. Tout le cuivre blister qui quitte notre pays
est raffiné en Chine où on passe de 93, 94, 95, 96% à 9,99%. C'est l'électro-raffinage. Hein, l'électro-raffinage qu'on appelle. Moi, je suis spécialiste en électro-raffinage parce que j'étais formé pour ça. Alors maintenant, le fil, la cathode de cuivre à 9,99%, c'est celle-là qui sert à faire le fil électrique. Hein, on fait des fils électriques, ok? Tandis que lors du raffinage, de l'électroraffinage, on récupère au fond des cuves d'électrolyse une boue. La boue noire qu'on appelle la boue anodique. Cette boue contient de l'or, du platine et tout ça. Et cette boue est traitée dans un circuit pour récupérer les métaux précieux. C'est ce que les Belges faisaient. Ok, ça c'est la voie qu'on appelle la voie pyrométallique. Les désavantages de la voie pyrométallique, c'est qu'il faut que les minéraux puissent être riches. Il faut être riche. Hein? Et en plus, s'il est accompagné avec... Riche en teneur. En teneur. C'est-à-dire que le minerai doit avoir au moins 15. Hein, pour 100, 15%, riche en teneur. Et en plus, il doit être en bloc, hein, pour les fours. S'il est en poudre, ça ne va pas marcher parce que lorsqu'on va souffler de l'air, ça sera entraîné. En plus, le troisième avantage de la pyrométallie, c'est que s'il y a du cobalt dedans, le cobalt n'est pas récupéré. Le cobalt va dans la chose scorie. C'est la grande montagne que vous voyez là-bas que Forest et Gécamine et Outokumpu traitent. C'est parce qu'on a traité les minéraux qui contiennent et du cuivre, qui contiennent et du cobalt. On a récupéré que le cuivre qui est parti en Europe pour être raffiné et récupéré les métaux précieux qui l'accompagnaient. Et le cobalt est passé dans cette montagne. Maintenant, on retraite cette montagne pour retirer le cobalt et tous les trucs là. Tandis que le procédé que j'ai développé, moi, c'est un procédé simple qui ne demande pas d'investissement important, qui fait appel à l'hydrométallurgie. C'est la deuxième manière de produire le cuivre, c'est l'hydrométallurgie. Qui consiste à quoi? On prend le minerai. Je vous donne un exemple. Le minerai doit être un minerai oxydé dès le départ. On peut faire le minerai oxydé. Voilà. Ça, c'est un minerai. Hein? C'est un minerai du Bas-Congo. Je ne vais pas dire d'où il vient. Je ne vais pas dire. Mais ce sont des expériences. C'est un minerai oxydé du Bas-Congo. C'est à base de la malachite et d'autres. Je prends ce minerai. Quand je prends ce minerai, je l'attaque avec l'acide. Donc il faut prendre le minerai, attaquer le minerai avec l'acide sulfurique concentré. On le dissout et on obtient bleu, là, vous voyez la couleur, c'est une solution bleue. C'est une solution de sulfate de cuivre. C'est cette solution-là qu'on va électrolyser dans une cuve d'électrolyse avec des anodes. Ça, c'est l'exemple d'une anode. C'est une anode en plomb, avec une cathode en acier inoxydable. La technologie a changé également. À l'époque, on faisait le cuivre sur des feuilles en cuivre. Il fallait d'abord fabriquer des feuilles en cuivre pour faire le cuivre. Maintenant, on prend la solution, on la fait réagir dans la scène de d'électrolyse avec une anode en plomb, comme ça se faisait avant, mais la cathode est devenue une cathode en acier inoxydable. Donc c'est une cathode permanente où le cuivre vient se déposer et on décolle la feuille de cuivre. On la fait grandir suivant ce qu'on veut. Et on travaille, là je précise, on travaille avec du courant continu. Donc il faut prendre le courant Snell, le transformer dans un appareil pour le faire en courant continu, comme le courant de quoi batterie. Et on sort la cathode qui peut faire 99,5. Alors, oui. Deux petites questions de précision. Il faut combien de temps pour que la solution puisse dissoudre, pour que l'acide puisse dissoudre totalement le minerai? Cela dépend de la granulométrie et de l'agitation. Il faut mettre dans une cuve agitée. On peut agiter avec un compresseur, avec de l'air. On peut agiter manuellement pour des petites quantités. Avec un mouiko. Avec un mouiko, c'est comme ici, si on peut voir ici. Venez là. Je vous en prie. Ici, puis sur le broyer, vous pouvez faire la liquidation en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors, le terme technique, c'est la lixiviation. Lixiviation. En français, on appelle ça la lixiviation. En anglais, on appelle ça leaching. Leaching. Il y a des contrôles à faire. Hein. Il faut l'acidité. Il ne faut pas mettre trop d'acide. Il ne faut pas mettre trop peu d'acide. Si vous mettez trop d'acide, vous dissolvez le cuivre, mais vous dissolvez aussi les impuretés. Donc vous allez avoir une solution sale où vous avez dissous d'autres impuretés en des grandes quantités. Donc si vous mettez très peu d'acide,
vous ne distribuez pas tout le cuivre. Donc d'un côté, vous allez perdre si vous avez mis peu, de l'autre côté, vous allez dissoudre trop, et même les impuretés, et ça va vous coûter cher. Alors la gravitation, ça se prend combien de temps? Vous faites ça de manière permanente pendant Oui, on peut le faire. Ici, c'est un test. Lorsqu'on fera la liquidation, lorsqu'on fera le projet industriel, là, il y a deux types de procédés également. Il y a toujours des procédés. On peut faire ce qu'on appelle la liquidation en tas. C'est quoi l'expérience en tas? On prend, regardez le gravier qui est là-bas. Imaginez qu'au fond, vous avez mis une feuille en chose de plastique. Et vous mettez le minerai que vous avez concassé. Vous ne le broyez pas. Vous le concassez, vous le mettez au-dessus. Maintenant, vous aspergez la solution au-dessus. La solution percole, parce que vous allez avoir des gros cailloux. Cette solution percole attaque le cuivre et vous allez obtenir une solution de cuivre qui sera pauvre, mais vous pouvez tourner plusieurs fois pour avoir une solution qui fait 45 grammes. Donc l'électrolyse, il faut avoir une solution riche à 45 grammes, parce que si la solution est pauvre, la cathode ne sera pas bonne. Donc vous devez monter jusqu'à 45 grammes, 55 grammes. Alors cette solution, vous pouvez le faire. Donc là, c'est une opération qui peut prendre des jours. Vous commencez aujourd'hui, vous faites un tas, comme un terrain de football ou n'importe où, à Chaude-Brousse, et vous faites cette liquidation qui va durer 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Mais chaque jour, vous produisez, ok? Mais par contre, si vous avez le minerai, vous le broyez fin. Vous le broyez, le broyage, dans un moulin ou n'importe quoi. Vous avez un produit fait. Là, vous pouvez faire la liquidation en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il faut faire des tests sur chaque minerai pour connaître la granulométrie à laquelle il faut l'attaquer, pour savoir la quantité d'acide qu'il faudra mettre, pour savoir le temps de quoi séjour, pour que vous puissiez faire une liquidation, donc une dissolution optimale. Donc, alors, ça c'est une expérience que vous êtes en train de faire. Ouais. Et ça fait combien de jours que la solution est là? Ça, écoutez, cette solution, j'ai commencé à la faire, je crois, il y a 3 jours. Il y a 4 jours, j'ai déjà, le même jour, j'avais récupéré cette solution que j'ai mis dans des bidons, que vous allez voir là-bas. Ça, c'était ce qui était resté. Comme je ne mesure pas, je n'ai pas des appareils de mesure, j'ai essayé, j'ai acheté de l'acide que j'ai mis encore, j'ai attaqué, vous voyez, ça est devenu bleu. Ça, c'est l'attaque qu'on a faite aujourd'hui, depuis le matin, elle est déjà bleue. Donc, ça me donne la preuve que la première attaque, la première liquidation que j'avais faite n'est pas une liquidation complète. Je n'ai pas d'appareil, vous voyez, ce n'est pas une usine. Ça, deuxième question, oui. Alors, la richesse de ce minerai, parce que je veux qu'on revienne ici, ouais. Vous avez dit que ce minerai-là, il est riche, vous avez pu calculer, la sa teneur. Oui, écoutez, ça c'est un minerai riche, exceptionnellement. Hein. On ne va pas trouver ça, à moins qu'on fasse un triage manuel. Hein. C'est un minerai qui fait à peu près 40% cuivre, 30 à 40%. Mais dans les Bas-Congo, parce que ça c'est un minerai du Bas-Congo, j'ai fait certaines analyses. Il y a des minerais qui font 5, 3, 10, 15, 20, 25, 40%, même 88%. Ça, c'est un minerai spécial qu'on appelle le minerai cuprite, qui peut faire 80%. Donc le Bas-Congo regorge de potentialités en cuivre et on peut traiter toute la gamme. Moi, la technologie que j'ai faite, c'est une technologie pour pouvoir faire toute la gamme, parce qu'il ne faudrait pas prendre que la crème en laissant le reste là-bas. Moi, j'ai développé donc une technologie qui permet de traiter tous les minéraux, depuis les faibles teneurs jusqu'à la haute teneur, et sortir la cathode à 99,95%. Question de scepticisme. Pourquoi, si le Bas-Congo était quand même pourvu avec un minerai aussi riche, pourquoi l'industrie congolaise, à l'époque coloniale, n'a pas installé une mine au Bas-Congo ou carrément une usine? Pourquoi? Parce que pourquoi est allé jusqu'au Katanga, si loin de la porte d'entrée, alors qu'il y avait au Bas-Congo du minerai? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas... Comment vous expliquez ça? Écoutez, je ne suis pas belge parce que je ne dirigeais pas le pays à l'époque, mais selon mes estimations à moi, je me dis, selon mes évaluations et ainsi, mes études, j'ai trouvé que les Belges avaient voulu créer des centres de ceci, des centres de ça. C'est ainsi qu'ils ont pris pour le Katanga, où il y avait les mangeurs de cuivre. D'abord, c'est ça l'histoire. Il y avait les mangeurs de cuivre qui faisaient le cuivre là-bas. Ils ont trouvé des carrières déjà faites. Donc, les mangeurs de cuivre, c'était des vrais ingénieurs parce qu'ils avaient la mine à ciel ouvert.
des petites carrières. Ils sont dans les minerais, ils faisaient les croisettes, ils tréfilaient même le fil. Alors, ils ont fait ça, surtout qu'il y avait le copper belt du côté zambien, ils ont fait ça. Bon, alors, ils se sont dit que faisons l'étain au Kivu. Ils sont allés faire l'étain au Kivu, ils sont, avec Somenki et tout ça, la cassitérite, l'étain et tout ça compagnie. Le coltan est venu par après, parce que le coltan, c'est un métal moderne, c'est pour les applications électroniques. Après, ils se sont dit, faisons de l'or à Kisangani. Je suis allé faire de l'or à Kisangani. Ils ont dit, faisons les diamants au Kasaï. Ils ont fait les diamants au Kasaï. Donc, ils n'avaient pas cette intention. Ils étaient rassasiés. Oui, ils étaient rassasiés. Ils en avaient assez parce qu'au Kasaï, moi, j'ai fait la Miba, comme je vous dis. J'étais à la Miba, mais j'ai trouvé qu'en Bujimaï, dans les polygones de la Miba, il y a le cuivre ici est là, le cuivre est là, il est là. Lors d'une de mes visites à Kinshasa, un grand responsable de Bujimaï m'a dit, vieux, viens, nous avons trouvé du cuivre. Donc je suis prêt à aller montrer. D'abord, il faut connaître que ça y est. En plus, il faut avoir cet intérêt. Si les Belges n'avaient pas développé le Bas-Congo, c'est peut-être avant, mais par après, ils ont commencé. Donc il y a un gisement à 80 km ici, de Bamba Kilenda, auquel les Belges avaient commencé. Ils avaient ouvert ils avaient fait quelques sondages et ils s'apprêtaient ils avaient même expédié des minéraux de cuivre, de plomb, de zinc et tout ça, et d'argent et de l'or, parce que tout ça s'accompagne. Hein. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel nos autorités doivent veiller, c'est dire que le métal ne vient pas seul. À l'époque, le cuivre allait avec l'or, l'argent, le platine qu'on récupérait là-bas. Et maintenant, on récupère les minéraux de cuivre et le cobalt est là et tout ça. Donc, tout minerai de cuivre, je peux dire que tout minerai de cuivre, il y a toujours des traces d'or qu'on peut récupérer comme First Quantum le fait. Hein? Vous rappelez First Quantum, la société qui était au Katanga, qui est partie, elle est en train de sortir de l'or dans son usine de cuivre de Kansashi. L'année passée, en 2013, ou non, 2012, ils ont produit 136 000 onces d'or, ce qui fait à peu près 4 tonnes, quelque chose comme ça. Donc, ça, ce qui se fait en Zambie, nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est quelque chose de faire l'analyse complète et voir ce qu'il y a. Tant que Fungurume, par exemple, à Tant que Fungurume, il y a de l'or. Je connais qu'il y a l'or. Donc l'or, on peut dire que l'or a des faibles teneurs auxquelles on ne s'intéressait pas avant. Nous en avons partout. Peut-être ici, je ne sais rien. C'est quelque chose de devoir chercher maintenant. Okay. Alors, nous avons, évidemment, vous avez montré la plaque de plomb. Ouais. Nous allons maintenant donc aller vers la dernière partie de cette émission. Vous savez, je vous montrer quand même que c'est possible et qu'à une dimension presque microscopique, mais avec la connaissance nécessaire, parce qu'il ne faut pas aller inventer, croire qu'on peut prendre des graviers et faire le cuivre, non? Vous avez compris, il faut déminérer, il faut calculer, il faut connaître, il faut utiliser ce qu'il faut. Maintenant, nous allons aller vers l'hydrométallurgie. Suivez-moi. Voilà, amis téléspectateurs, nous entamons donc la descente, la dernière partie de cette interview intéressante parce que vous vous rendez bien compte que nous sommes bel et bien dans une expérience inédite, mais une expérience qui peut se répéter, une expérience qui peut être saisie par nos autorités, une expérience qui peut devenir en réalité une source d'enrichissement pour le Congolais qui ont dit nous dormons sur des richesses et nous mourrons de faim, mais ces richesses, il faut encore avoir la connaissance pour la produire. Aujourd'hui, nous sommes chez un savant, quelqu'un qui nous montre le chemin. Je pense que nous avons intérêt à le suivre. Monsieur Mbaka, nous sommes ici donc dans l'usine d'électrolyse, derrière la maison. Vous êtes extraordinaire, t'es patent. Alors, expliquez-moi le dispositif. Écoutez, je vous ai montré là-bas comment il fallait partir du minerai. Le minerai, il fallait l'attaquer de façon à dissoudre le cuivre dans la solution, comme on dissout le sel et le sucre dans l'eau, tout ça. Maintenant, je vous ai montré la solution bleue, qui est cette solution-là. C'est une solution qui contient de l'acide sulfurique, qui contient du cuivre, c'est comme ça qu'elle est bleue, qui contient des impuretés. Il y a des impuretés, c'est parce que lors de l'opération de la lixiviation, comme je vous ai dit, je n'ai pas contrôlé. Et que le minerai, quand il arrive, il est accompagné avec du fer, avec la magnésie. Donc, il y a toutes ces impuretés-là. Mais ici, c'est une expérience, c'est juste pour prouver. Comme vous avez dit, c'est pour prouver. Je vais montrer à mes frères, à mes concitoyens qu'on peut faire ça. J'ai cette solution que j'ai récupérée. Elle est là, vous voyez, elle est bleue. Hein, il ne faut pas la boire, n'est-ce pas? Il ne faut pas la boire parce qu'elle a de l'acide. C'est une solution bleue. C'est une solution de sulfate de cuivre que j'ai mis dans un simple
dans un simple, dans une bassine, une bassine pour démontrer, ok? Alors là, donc l'acide sulfurique, je l'ai acheté ici. Le minerai, c'est le minerai du Bas-Congo. Le bac ici, c'est le bac en plastique. Il faut utiliser le plastique pour ne pas corroder. Parce que si vous mettez des bacs en acier, vous allez consommer ça. Il y a même une réaction qui va se passer, c'est la sémentation. C'est un autre procédé de produit du cuivre à partir de la mitraille, ce qui est applicable. Mais ici, c'est l'électrode que je fais. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ramené du Katanga? J'ai ramené les électrodes. J'ai ramené les cathodes et les anodes. Ok? J'ai une plaque, soulevée, c'est là. J'ai cette plaque, c'est une plaque en acier inoxydable. Il est là-bas, ok? Une plaque en acier inoxydable. Normalement, c'est de l'acier inoxydable d'une certaine qualité, qu'on appelle l'acier 316 LB, 2 mm, 3 mm, ok? Alors, vous avez vu ici que j'ai mis des tuyaux de chaque côté. Des tuyaux en plastique. En plastique. Oui. C'est pour empêcher que lors de l'électrolyse, le cuivre se colle de deux côtés et qu'on ne sache pas l'enlever. C'est comme ça que j'ai mis des matières isolantes tout autour pour qu'on puisse sortir une cathode ici, une cathode là-bas. Alors j'ai mis des anodes, viens soulever là. J'ai mis une anode, c'est du plomb, c'est le plomb, voilà, c'est une anode, elle est plus lourde que la cathode, j'ai mis en plomb. Alors, ok, donc, il faut mettre de manière alternative la cathode et l'anode. Entre deux anodes, il faut avoir une cathode, pour que la cathode travaille sur les deux faces. Point d'interrogation, revenons aux fondamentaux. Ouais. Qu'est-ce que la cathode, qu'est-ce que l'anode? Ah, la cathode, c'est l'électrode. L'anode, c'est l'électrode qui est connecté au dispositif positif qui ne réagit pas dans la déposition, mais il y a une autre réaction que je vais vous expliquer. Tandis que la cathode, c'est l'électrode sur laquelle vient se déposer le cuivre. En simple, c'est ça. Je ne vais pas aller dans des considérations thermodynamiques. Donc, retenez ici que la cathode et l'anode, on fait passer le courant entre la cathode et l'anode. Le cuivre se dépose à la cathode, tandis qu'à l'anode, tu as une autre réaction chimique qui est la décomposition de l'eau en oxygène qui va se dégager et en hydrogène qui va rester. Donc, la cuve d'électrolyse, c'est quoi? Donc, la cuve d'électrolyse, c'est un appareil alimenté avec du courant continu. Dans le cas présent, j'ai ce poste à souder, à courant continu. Je prends le courant Snell, je le fais passer en 220, je le transforme, j'obtiens le courant continu. Comme le courant de quoi? Pourquoi faut-il que ce soit un courant continu? Non, le courant continu parce que si nous mettons le courant alternatif, le cuivre va se déposer et il va se dissoudre par après. Il n'y aura même rien. C'est pour ça que l'électrolyse fait appel, selon la loi de Faraday, c'est un cours de considération, au courant continu. Donc, il faut partir du courant alternatif au courant continu. Ou bien vous allez partir avec la batterie. Si vous mettez une batterie ici, vous pouvez faire votre électrolyse en petit, dans votre verre. Oui. Hein? Parce que l'électrolyse, attention, M. Kalanga, l'électrolyse, ce n'est pas seulement l'obtention des dépôts à vendre. L'électrolyse peut se faire pour le quoi? Plaquage. Oui. Si vous avez de l'or, un peu tout ça, on peut prendre de l'acier sur laquelle on vient déposer une couche d'or pour dorer. C'est la dorure. Donc l'électrolyse, c'est un vaste gamme. Ce n'est pas seulement pour faire la cathode. Vous pouvez aussi faire les plaquages de l'or. Voilà, le jeune homme a sa montre là. Ce n'est pas de l'or pur. C'est de l'acier sur lequel on a plaqué, on a déposé une mince couche pendant quelque temps. Voilà. Ça a été fait sur base d'électrolyse. C'est l'électrolyse. C'est l'électrolyse, mais ça prend un nom différent. On appelle ça la galvanoplastie. La galvanoplastie. Donc, on peut faire. Vous pouvez prendre vous pouvez prendre fourchettes. Les fourchettes et les couteaux en acier. Et vous pouvez mettre une couche d'argent. Et vous faites ça chez vous à la maison. Je vous montre ça chez vous à la maison. On prend un peu d'or, on va dissoudre. Et vous prenez toutes vos choses, vos couteaux. C'est un argent. Vous êtes, c'est vrai, un ingénieur, un technicien, mais vous n'êtes pas non plus moins un homme politique. Quand je parle de politique, si je parle de la capacité d'influer sur la politique générale du gouvernement. Alors nous avons atterri cette émission. Vous avez démontré qu'il est possible et je n'ai besoin de revenir là-dessus. Je ne peux que vous féliciter et surtout me réjouir de votre capacité parce que si vous l'avez démontré pour le Bas-Congo, c'est parce que vous le faites déjà pour le Katanga. Vous avez des usines et vous produisez déjà le cuivre au Katanga. C'est bien ça. Écoutez, je produis le cuivre du Katanga. Et j'ai eu à être contacté par un service de l'État suite au constat que
depuis que le code minier est en vigueur, la classe moyenne congolaise n'est pas là, n'est-ce pas? Les gens vont creuser, les artisanaux, ils vendent à des négociants, les négociants vont vendre à celui qui a l'usine, que je ne veux pas citer la nationalité, c'est lui qui sort le cuivre part alimenter son propre marché. Alors, ayant constaté ce fait, j'ai été contacté par un service de l'État, de façon que je mette à disposition cette technologie simple. Et ce que je fais ici, je peux le faire pour autre chose. Je peux le faire pour l'or, je développe des unités pour faire l'or, je peux construire des fours pour faire de l'étain. On peut faire de l'étain, on prend l'étain, on le fond dans un four, on sort d'un côté de l'étain impur et toute la scorie qu'on va obtenir, c'est de la scorie qui contient le Alors, si cela est la volonté du gouvernement, et je crois que c'est cela, vous ne le dites pas assez, de promouvoir une classe moyenne, oui, parce que c'est là aussi, oui, on ne va pas devenir riche en vendant seulement des safou, même si c'est bon, mais il faut quand même un produit qui est assez rentable. Oui. Alors, qu'est-ce faut-il, qu'est-ce qu'il faut pour que votre expérience puisse se multiplier, pour que tout le monde puisse en faire un courant général? Écoutez, il faut une émission comme la vôtre. Oui. Hein, une émission comme la vôtre, vous savez, depuis quelque temps, nous avons tellement bien collaboré avec vous, nous connaissons depuis de longues dates. Oui. Je vous ai envoyé beaucoup d'informations sur WhatsApp en vous montrant les types d'équipements que je fabrique parce que j'ai la capacité personnelle de pouvoir fabriquer. Je fabrique au tanga et tout ça. Et si nos conclusions, disons, nos contacts avec les services de l'État avancent, nous pouvons fabriquer en série. Où est-ce qu'on peut le fabriquer? On peut le fabriquer au Katanga. Nous avons des ateliers. Il y a par exemple la Gécamine qui a des grands ateliers. Vous avez l'atelier central de Panda qui est vraiment super équipé avec des machines d'outils. Moi, je n'ai jamais vu dans mon expérience, tous les voyages que j'ai faits, je n'ai jamais vu quelque part où il y a un atelier aussi bien équipé qui peut tout faire. Depuis la petite pièce, le clou, depuis le clou, toutes les machines complexes. Donc, il faut mettre en contribution toutes les capacités de notre pays en atelier. Nous avons Katanga, nous avons SCC, nous avons l'Onatra, nous avons Banzangou, nous avons l'homme qui fait les bateaux ici quelque part. Chani Metal, on peut fabriquer des dragues, des machins comme ça. Donc c'est question d'abord d'informer les gens et de leur montrer que cela est faisable. La technicité, nous l'avons. Il n'y a pas un pays où au kilomètre carré, il y a autant de techniciens, autant d'ingénieurs, autant d'économistes, autant de jeunes gens qui n'ont pas le boulot, on peut faire. Donc nous avons tout ce que nous avons dans notre rôle, parce que Dieu nous a donné ça, nous n'avons pas été chercher ça, n'est-ce pas, on n'a pas fait la file, nous avons tout. Tout ce qui coule des autres pays vient se déverser chez nous. Donc nous pouvons le faire moyennant la volonté politique. Moi je suis intéressé, c'est mon dada, le small scale mining, hein, la classe moyenne c'est mon dada, et je continue. Merci beaucoup M. Mbakawaya, c'est sur ce parole que nous allons nous séparer. Vous avez constaté, le small mining, c'est la petite mine, c'est la petite industrie. En réalité, elle est accessible et elle peut, elle, combattre réellement la pauvreté parce que la pauvreté, ce cancer qui ronge plus de 90% des Congolais, ne pourra être combattu que si nous avons des procédés innovants et si nous faisons ce qui ne se fait pas encore. On ne peut pas obtenir les mêmes résultats avec les mêmes méthodes. Non, il faut changer de méthode pour espérer changer des résultats. Merci donc à vous et surtout meilleurs vœux pour cette année, mais surtout bonne chance pour votre procédé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous nous verrons la fois prochaine. Si Dieu le veut, nous allons commencer la même chose dans le Bas-Congo. Voilà. Je viens de vous montrer que le cuivre congolais est obtenable et électrowinable. Donc on peut l'électrolyser. Et nous allons continuer, les richesses, nous en avons beaucoup et nous garderons le même contact parce que je considère que vous êtes une belle voie de communication pour informer ceux qui ne connaissent pas. Merci de ce compliment. Aux amis qui sont au Bas-Congo, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Dieu nous a tout donné, il faut simplement regarder, mais il faut s'organiser dans la discipline. Au revoir et à la prochaine.